Le premier, ça va être la fin du cours de mardi. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'oreille interne et vous expliquer les mécanismes de l'intégration des informations auditives. Et on dira un tout petit mot sur la partie vestibulaire de l'oreille interne et donc la captation des informations relatives à l'équilibre, sachant que les voies centrales de l'équilibre vous seront traitées par le professeur Frégé dans le cadre des cours de neuroanatomie et notamment de l'anatomie fonctionnelle du cervelet qui doit être le dernier cours de neuro. Et puis ensuite, on abordera les viscères de la région cervico-céphalique avec le premier d'entre eux, le pharynx, qui sera donc l'objet de la deuxième partie du cours d'aujourd'hui. Donc, l'oreille interne constitue la partie la plus médiale, constitue la partie la plus profonde de l'oreille et va contenir les capteurs, les organes sensoriels qui vont capter donc les deux informations principales relatives à cet organe, l'audition et l'équilibre. L'oreille interne est constituée de tout petits organes. On est là dans des structures qui se mesurent en quelques millimètres. On est de l'ordre de cavité de l'ordre de 6 à 7 millimètres de grand axe, donc c'est tout petit. Organes qui se situent donc dans des cavités qui sont elles aussi creusées au sein de la partie pétreuse de l'os temporal. Partie pétreuse de l'os temporal. L'ensemble des cavités qui constituent l'oreille interne et qui communiquent entre elles vont former ce que l'on appelle le labyrinthe osseux, qui se situe donc en dedans des cavités de l'oreille moyenne, cavum tympanique en particulier, que l'on avait étudié la fois précédente. Ces cavités, on peut les représenter dans leur ensemble en mettant en place un moulage de ces cavités, parce que bien sûr, c'est compliqué de dessiner des structures creuses. Donc, nous allons placer dans un premier temps, et sur une vue latérale du labyrinthe osseux droit, orienté crânialement et ventralement, représenter un moulage de ces cavités, de ce labyrinthe osseux, qui apparaît constitué de trois parties qui communiquent entre elles, le vestibule, les canaux semi-circulaires et la cochlée osseuse. La cochlée osseuse, qui va donc contenir les organes de l'audition, s'inscrit sous la forme d'un tube creux enroulé autour d'un cône plein et réalisant classiquement 2 tours et demi de spire. Et cette cochlée osseuse va constituer la partie la plus antérieure des cavités du labyrinthe osseux. Elle est située en avant et, rappelez-vous, ces tours de spire que forme la cochlée osseuse marquent leur empreinte au niveau de la paroi médiale du cavum tympanique, qui se situe donc en avant du tableau ici, formant ce que l'on appelle le promontoire. En arrière de la cochlée va se placer le vestibule qui forme une cavité grosso modo parallélépipédique qui se place, qui présente en continuité 3 canaux semi-circulaires
qui forment des structures creuses en fer à cheval et qui se placent en continuité, dont la lumière se place en continuité de la lumière du vestibule. Ces trois canaux semi-circulaires sont le canal semi-circulaire latéral, qui marque son empreinte à la paroi médiale du cavum tympanique, au-dessus de la proéminence du canal facial. Et ce canal semi-circulaire latéral se place dans un plan horizontal. Vous avez ensuite un canal semi-circulaire postérieur, canal semi-circulaire postérieur, qui se place dans un plan sagittal. Son plan est perpendiculaire par rapport à celui dans lequel se trouve le canal semi-circulaire latéral. Et enfin, un troisième canal semi-circulaire, le canal semi-circulaire antérieur, qui naît le plus souvent d'une origine commune avec le canal semi-circulaire postérieur. Le canal semi-circulaire antérieur, lui, va se placer dans le plan frontal. Vous avez donc un ensemble de cavités dont nous avons présenté ici le moulage et qui se placent, donc qui sont creusées dans la partie pétreuse de l'os temporal. Ça, dans la vraie vie, ça fait 7 mm, donc c'est tout petit. Cet ensemble, ce réseau de cavités, comprend la cochlée osseuse en avant, comprend le vestibule en arrière de la cochlée, vestibule qui va d'ailleurs être marqué par l'empreinte de la deuxième portion du nerf facial, la proéminence du canal facial, et cette cavité, on l'a vu, elle s'ouvre, elle communique avec le cavum tympanique au niveau de la fenêtre vestibulaire dans laquelle s'enchâsse la base du stapes. En arrière, les canaux semi-circulaires, canal semi-circulaire latéral qui est horizontal, postérieur qui est sagittal et antérieur qui est frontal, constituent donc la partie la plus en arrière de ces cavités. Alors ces cavités osseuses sont remplies d'un liquide, Ce liquide, c'est la périlymphe. La périlymphe est un liquide d'aspect clair, très fluide, et qui va donc remplir ces cavités. Et à l'intérieur de ces cavités osseuses, et baignant dans la périlymphe, va se placer le labyrinthe membraneux, qui lui va contenir les capteurs de l'audition et de l'équilibre. Le tube creux que constitue la cochlée est limité et séparé par ce que l'on appelle la lame spirale, séparée d'un espace, on va y revenir dans un instant, qui nous amène à la fenêtre cochléaire, dont on avait vu qu'elle se plaçait en dessous du promontoire, dans le cavum tympanique, et qu'elle était obturée par la membrane tympanique secondaire. Le labyrinthe
membraneux va donc être constitué de petits organicules vraiment très petits, de taille millimétrique, membraneux, ils sont donc mous, et vont occuper les cavités creusées dans la partie pétreuse du temporal formant le labyrinthe osseux, et vont donc baigner dans la périlymphe. Le labyrinthe membraneux va présenter des structures qui vont se mouler dans le vestibule et les canaux semi-circulaires et qui vont donc être les capteurs de l'équilibre et vont contenir en avant une structure qui s'enroule dans la cochlée, formant donc la cochlée membraneuse, organe de l'audition. Le labyrinthe membraneux va être constitué, donc je vais le représenter en vert, puisqu'il s'agit de structures de nature tissulaire. Ce labyrinthe membraneux va être constitué en arrière par l'utricule qui forme une petite pochette, petite sacoche de quelques millimètres de diamètre. Utricule qui se place en continuité avec 3 conduits semi-circulaires membraneux, un conduit semi-circulaire latéral qui se place donc dans le canal semi-circulaire latéral, un conduit semi-circulaire postérieur qui se place dans le canal semi-circulaire postérieur et qui se place donc dans un plan sagittal, et un conduit semi-circulaire antérieur qui se place dans le plan frontal. Ces structures se placent donc respectivement dans la partie postérieure du vestibule et vont occuper les canaux semi-circulaires, baignent dans la périlymphe, c'est-à-dire qu'entre les parois du labyrinthe osseux et la paroi de ces petits organites du vestibule, vous avez du liquide périlymphatique, de la périlymphe, et ces structures, ces organes sont eux-mêmes creux et remplis d'un liquide que l'on appelle l'endolymphe. L'endolymphe. Dans le vestibule osseux se placera un dernier petit organite, le sacule. Le sacule, le petit sac, sacule qui est relié à l'utricule par le conduit endolymphatique, qui se dilate à son extrémité pour former le sac endolymphatique. Toutes ces structures sont des structures creuses remplies d'endolymphe. Et on en dira un mot un peu plus tard, les parois internes de ces structures vont contenir les capteurs de l'équilibre. Il s'agira des macules utriculaires et saculaires. Et il s'agira des crêtes des ampoules des canaux, des conduits semi-circulaires, puisque les conduits et canaux semi-circulaires présentent à une de leurs extrémités une
zone un peu dilatée formant l'ampoule du conduit semi-circulaire. Ces capteurs de l'équilibre permettront respectivement d'intégrer les informations relatives aux accélérations linéaires concernant l'utricule et le sacule et aux accélérations angulaires pour ce qui concerne les capteurs présents dans les conduits semi-circulaires. C'est d'ailleurs la raison, accélération angulaire, pour laquelle nous avons 3 conduits semi-circulaires orientés dans les 3 plans de l'espace. Enfin, ces organes de l'équilibre sont reliés à l'appareil de l'audition. C'est la cochlée membraneuse qui va donc constituer un organe qui s'enroule sur lui-même, formant 2,5 tours de spire classiquement, réuni au sacule par un conduit de réunion, donc tout est en continuité, les lumières de ces structures sont toutes en continuité, et venant ensuite se mouler dans le canal spiral de la cochlée. C'est au niveau de la cochlée membraneuse, qui forme donc des tours de spire, que va se placer l'organe spiral, décrit par Corti, décidément, je vais changer de craie, décrit par Corti, et qui constitue l'organe sensible de l'audition. Donc nous avons des cavités de l'ordre du millimètre creusées dans la partie pétreuse du temporal en dedans de l'oreille moyenne, dans laquelle vous avez du liquide périlymphatique, et au sein de ce liquide périlymphatique se place une structure membraneuse qui va elle-même être remplie d'un liquide endolymphatique et au sein de laquelle se placent les les organes récepteurs des informations de l'équilibre et de l'audition. Si l'on place, pour maintenant faire la jonction entre ces deux parties, osseuse et membraneuse, sur une coupe horizontale très schématique, très simplifiée, et que nous orienterons ventralement et latéralement, si nous plaçons une coupe horizontale qui va passer par la cochlée et par le vestibule. Nous placerons, je représente de façon extrêmement agrandie, ici, donc, ce qui est osseux va être hachuré puisque nous sommes en coupe. Nous nous plaçons ici dans la boîte crânienne. Nous coupons ici la pyramide pétreuse. Et nous avons ici un canal qui est le conduit ou méa acoustique interne qui va relier l'oreille interne, enfin qui va relier l'oreille interne avec la boîte crânienne et donc permettre la connexion avec les structures cérébrales. La cochlée, on l'a vu, elle se place en avant et elle se constitue d'un tube creux qui va s'enrouler sur lui-même, formant donc 2,5 tours de spire autour d'un cône osseux. Le cône osseux autour duquel s'enroule le canal spiral de la cochlée, portant le nom de modiolus. Ce modiolus, nous pouvons le représenter ici en pointillé. Il s'agit d'une structure conique
dont la base, qui est légèrement creusée, formant la fossette cochléaire, regarde vers le fond du conduit acoustique interne, et dont le sommet va regarder vers l'avant, vers le dôme de la cochlée, ce qu'on appelle la cupule cochléaire. Et ainsi, sur notre coupe, puisque c'est un tube qui s'enroule, si on le coupe selon son grand axe, eh bien, on va voir apparaître des éléments arrondis et creux, formant le canal spiral de la cochlée, avec, vers le haut, eh bien, le sommet ou cupule cochléaire. Ces structures, eh bien, on peut les voir sur un scanner, par exemple, de la partie pétreuse de l'os temporal. Et il faut des coupes un peu particulières parce que c'est le grand axe de la partie pétreuse regarde vers le dedans et vers l'avant, mais sur le scanner, un scanner de la partie pétreuse, un scanner dont les coupes sont spécifiquement réalisées pour observer l'oreille interne, eh bien, on voit de façon tout à fait caractéristique ces petites lacunes creusées au sein du temporal, avec souvent un petit épaississement osseux périphérique, et qui va donc constituer le canal spiral de la cochlée. À l'intérieur du canal spiral de la cochlée va se placer la cochlée membraneuse qui, à la coupe, aura une forme triangulaire. On peut la placer ici comme ceci, jusqu'à la partie supérieure ou cupule cochléaire, et permettant alors, si on représente un agrandi d'une section du canal spiral de la cochlée, permettant par conséquent de délimiter plusieurs parties à ce canal spiral de la cochlée, ainsi occupé par la cochlée membraneuse. Bon. Bien sûr, tout ça s'est creusé dans l'épaisseur de la partie pétreuse du temporal, et nous plaçons donc ainsi la cochlée membraneuse, qui va donc apparaître dans le canal spiral de la cochlée de forme triangulaire, avec une partie périphérique qui va adhérer à la paroi du canal spiral, qui va présenter une face supérieure et une face inférieure qui s'appelle la membrane basilaire, sur laquelle va se placer un petit épithélium épaissi, avec en son sein des cellules sensorielles, cellules qui sont ciliées, qui présentent donc des cils qui vont regarder vers la lumière du canal spiral, enfin de la cochlée, membraneuse. Ces cils sont surplombés par une structure gélatineuse qui forme ce que l'on appelle la membrane tectoriale, qui va jouer, on va le voir, un rôle d'étouffoir, permettant donc, une fois qu'un son a été capté, d'arrêter la captation du son de façon à ce qu'on perçoive des sons de manière claire. Je vais vous montrer ça tout de suite. La présence du canal spiral, la présence de la cochlée membraneuse dans le canal spiral de la cochlée va permettre donc de délimiter plusieurs espaces remplis par du liquide. Nous avons rempli de périlymphe, tout d'abord. Au-dessus du canal spiral, la rampe vestibulaire, et cette rampe vestibulaire est en rapport avec la fenêtre vestibulaire dans laquelle vient se placer le
stapes. Si l'on prolonge ici un petit peu la coupe en mettant en place en arrière des structures cochléaires le vestibule, et la coupe, on l'a fait passer ici, donc on l'a fait passer juste au-dessus, par exemple, du canal semi-circulaire. On l'a fait donc passer dans la fenêtre vestibulaire, et donc on va pouvoir placer ici, de façon schématique, le stapes, ce qui permet de connecter l'oreille moyenne à l'oreille interne. On place ici le sacule, l'utricule, et les deux structures étant reliées par le sac endolymphatique, enfin le canal et le sac endolymphatique qu'on place ici. On en dira un petit mot. La rampe vestibulaire est donc en rapport avec la fenêtre du vestibule. Lorsque le stapes va osciller dans la fenêtre du vestibule, ces mouvements vont être transmis convertis en une onde liquidienne qui va être amenée qui va être amenée dans la rampe vestibulaire par l'intermédiaire de la périlymphe des cavités qui sont en continuité. Sous la membrane basilaire, toujours remplie par de la périlymphe, va se placer la rampe tympanique qui va venir se terminer au niveau de la fenêtre vestibulaire obturée par la membrane tympanique secondaire. Schématiquement, à partir de la fenêtre vestibulaire, va donc s'enrouler une rampe vestibulaire qui communique avec la rampe tympanique au niveau du sommet de la cochlée, au niveau d'un passage que l'on appelle l'hélicotrème. Et cette rampe tympanique va venir se terminer au niveau de la fenêtre cochléaire, fenêtre vestibulaire, fenêtre cochléaire. Alors comment est-ce que le son va être capté? À partir de vibrations transmises par l'oreille moyenne à la fenêtre vestibulaire, et donc à partir des mouvements de la platine du stapes dans la fenêtre du vestibule, les ondes sonores vont être donc transmises à la périlymphe de la rampe vestibulaire, où cette onde va remonter dans la rampe vestibulaire, réalisant donc le phénomène d'enroulement de la cochlée. Au niveau du sommet de la cochlée, là, vous avez une communication entre les deux rampes vestibulaires et cochléaires, et donc l'onde sonore va redescendre dans la rampe tympanique, c'est-à-dire ici, et lorsque ces vibrations sont transmises à la périlymphe de la rampe tympanique, ces vibrations vont provoquer des mouvements d'oscillation, je le symbolise comme ça, de la membrane basilaire sur laquelle repose l'organe spiral. Ce qui va mettre en mouvement les cils des cellules sensorielles qui sont connectées aux neurones des voies cochléaires, des voies de l'audition, qui vont alors quitter le canal spiral de la cochlée par l'intermédiaire de petits canaux qui sont creusés au sein de la lame spirale, ce qui va permettre alors à ces fibres nerveuses de venir quitter la cochlée en traversant la région
comme ceci, du modulus. Ces millions de fibres nerveuses vont alors se retrouver dans le fond du conduit acoustique interne, émergeant par l'intermédiaire de la fossette cochléaire et venant constituer la partie cochléaire du nerf vestibulo-cochléaire, 8e nerf crânien. OK ? Cette partie cochléaire du nerf vestibulo-cochléaire va être rejointe par sa partie vestibulaire qui draine ou qui collecte les informations liées à l'équilibre capté donc par les organes qui sont situés au niveau de l'utricule, du sacule et des conduits semi-circulaires, constituant donc la partie vestibulaire du nerf vestibulo-cochléaire. Et c'est ainsi donc qu'à la sortie du conduit acoustique interne se retrouve un nerf crânien numéro 8 qui véhiculera à la fois des informations relatives à l'audition venant de la cochlée et des informations relatives à l'équilibre venant de la partie postérieure de l'oreille interne. Les informations, ça vous suivez à peu près? Vous voulez que je répète? Ah, là, on est moins sûr. Bon. Alors, comment, à présent, sont intégrées les informations de l'audition? Et je ne parlerai que d'audition, je ne vous parlerai pas du tout des voies de l'équilibre. Ça, c'est la systématisation du cervelet. Les informations de l'audition, enfin, les voies auditives sont en quelque sorte comparables aux voies optiques qu'on avait évoquées la dernière fois, c'est-à-dire que nous avons un influx nerveux principal qui va projeter les sons captés par l'oreille vers le cortex cérébral, avec donc une intégration, une reconnaissance et le déclenchement de réactions par rapport à une information auditive. Et puis vous avez quelques voies beaucoup plus rares, à peu près 1% des informations auditives, qui vont permettre un système de motricité automatique. Ce sont les voies acoustico-réflexes qui sont tout à fait comparables aux voies visuo-réflexes que l'on avait citées la dernière fois. Alors, le nerf vestibulo-cochléaire, 8e nerf crânien, va apporter les informations auditives au niveau du tronc cérébral et plus particulièrement à la jonction entre la moelle allongée et le pont, c'est-à-dire à la jonction entre la première portion et la deuxième portion du tronc cérébral. Si on place ici une coupe horizontale, c'est un schéma de systématisation, on va placer ici une coupe horizontale qui va passer vraiment à la partie toute basse du pont, montrant l'abouchement, ici l'arrivée, du nerf vestibulo-cochléaire. Ces voies vont alors faire relais au niveau d'un noyau que l'on appelle le corps géniculé médial,
corps géniculé médial qui est un noyau que vous situez à la face postérieure du mésencéphale et qui est connecté au colliculus inférieur par l'intermédiaire d'un petit pont de substance blanche que l'on appelle le bras du colliculus inférieur. Et enfin, eh bien, les informations auditives sont intégrées au niveau du cortex cérébral qui se situera au niveau du lobe temporal et plus particulièrement au niveau du gyrus temporal supérieur T1 qui se place juste en dessous, qui constitue la lèvre inférieure du sillon latéral que l'on peut représenter schématiquement de cette manière. Le premier neurone des voies auditives, celui qui est en articulation avec la cellule sensorielle qui est située dans l'organe spiral, l'organe de Corti, ce premier neurone va arriver avec le nerf vestibulo-cochléaire et va faire relais au niveau d'un noyau cochléaire ventral, noyau cochléaire ventral, qui est situé donc à la jonction entre le pont et la moelle allongée. La partie antérieure est ici, qui est donc située à la jonction entre le pont et la moelle allongée. Au niveau de ce noyau ventral se fait l'articulation entre le premier neurone et le deuxième neurone auditif. Et le deuxième neurone va remonter le long du tronc cérébral, venant constituer deux faisceaux, deux tractus. Ces faisceaux sont ce que l'on appelle le lemnisque latéral. Vous avez peut-être déjà fait le cours sur la voie de la sensibilité. Alors ça va venir. Monsieur Frégé vous parlera de ce qu'on appelle le lemnisque médial. Ça, c'est de la sensibilité fine. Et le lemnisque latéral, lui, est annexé aux voies de l'audition. La particularité des voies auditives, c'est que le lemnisque, une information issue de l'oreille droite, par exemple, va, au niveau du noyau cochléaire ventral, partir dans les deux lemnisques latéraux, à droite et à gauche, formant donc, donnant une projection bilatérale, et cette projection se fait au niveau des deux corps géniculés médiaux. Ça veut dire qu'un son perçu par l'oreille droite va se projeter au niveau de la moitié droite et de la moitié gauche du cerveau. Au niveau du corps géniculé médial se placera le troisième neurone, puisque les voies de la sensibilité sont toujours des voies à 3 neurones. Troisième neurone, qui est le neurone thalamo-cortical, le corps géniculé médial étant annexé au thalamus. Ce troisième neurone va projeter l'information auditive vers le cortex temporal, et c'est ainsi que l'information, le stimulus auditif, va être intégré, reconnu et entraîner éventuellement une réaction, une action. Donc ça, c'est la voie principale. L'information arrive dans le tronc cérébral, elle est projetée sur le corps géniculé médial, puis elle est envoyée vers le cortex au niveau du lobe temporal. Et ceci de manière bilatérale et paritaire, 50-50. Ce qui signifie que pour avoir une perte d'audition, il faut une destruction de la cochlée
ou éventuellement du nerf vestibulo-cochléaire. Mais toutes les lésions qui surviennent au-delà de ce relais au niveau du tronc cérébral, si elles ne sont pas létales bien évidemment, n'entraînent que très rarement des baisses de l'audition, parce que vous avez une projection bilatérale et paritaire. D'autres projections vont se faire et auront un intérêt fonctionnel que vous allez comprendre tout de suite. À partir du noyau cochléaire ventral, vous avez des interneurones qui connectent les voies auditives avec les noyaux contenant les motoneurones de deux nerfs crâniens, le nerf abducens, sixième nerf crânien, et le nerf facial, septième nerf crânien. C'est-à-dire que une information auditive, la cochlée est par ici, vous avez un son qui arrive comme ça, une information auditive, en plus d'être reconnue et intégrée par le cerveau, va avoir une action sur deux nerfs crâniens qui ont un rôle moteur, le 6, nerf abducens, et 7, nerf facial. À quoi ça sert? L'abducens, je vous rappelle, commande le droit latéral de l'œil, il permet de porter le regard vers le dehors. Cette projection sur le noyau du 6 permet de façon automatique de porter le regard vers l'origine d'un son. La projection sur le noyau du 7, nerf facial, est à l'origine d'un réflexe qu'on avait évoqué mardi, c'est le réflexe stapédien. En effet, le muscle stapédien est innervé par le nerf facial et la connexion entre les voies auditives et le noyau du 7 permet de déclencher une contraction de ce muscle stapédien innervé par le 7, nerf facial, ce qui permet de protéger la cochlée, plus l'amplitude ou le volume sonore est élevé. C'est le principe du réflexe stapédien. Et puis enfin, vous avez, je ne vais pas le détailler, je ne vais pas trop compliquer les choses, ou pas plus compliquer les choses, c'est déjà très compliqué. Vous avez des projections également dans le tronc cérébral sur une structure que l'on appelle la substance réticulée du tronc cérébral. J'avais dû vous évoquer ce nom au premier semestre. La réticulée, c'est un ensemble de neurones qui ne sont pas situés en noyaux bien différenciés, mais qui sont un peu répartis sur l'ensemble du névrax, depuis le thalamus jusqu'à la moelle spinale. Et la réticulée a, entre autres fonctions, de commander l'activité du cortex cérébral. Et cette projection des voies acoustiques sur la réticulée, elle explique tout simplement que quand on entend un son un peu plus élevé, voire un son brutal, on se réveille. Voilà, ça c'était les voies auditives. Donc, projection vers le lobe temporal pour la fonction principale qui est la fonction d'entendre, avec toute la partie interprétative et associative pour déclencher des comportements, des actions en rapport avec un stimulus auditif. Et puis vous avez des connexions avec des structures du tronc cérébral, les noyaux du 6 pour l'orientation du regard vers la source sonore, la projection sur le 7 pour le réflexe stapédien et les projections réticulaires pour l'éveil en rapport avec une information sonore. Dernier point, et après on en finira avec ce chapitre de l'oreille, eh bien c'est la connexion du corps géniculé médial avec le colliculus inférieur, ce qui va permettre les voies acoustico-réflexes, qui sont donc tout à fait comparables aux voies visuo-réflexes. Ce sont à partir d'une stimulation auditive et à partir du colliculus inférieur,
des projections vers le mésencéphale, le pont, la moelle allongée et la moelle spinale, donc les étages plus inférieurs du système nerveux central, permettant eh bien, des mouvements automatiques, notamment la position de la tête, la position du regard, la position de la racine des membres supérieurs, automatiques en réponse à un stimulus sonore. Ça, c'est typiquement la voix qui vous fait sursauter quand vous entendez un bruit auquel vous ne vous attendiez pas. Voilà, ça c'était donc quelques éléments concernant le fonctionnement de l'audition. Retenez, s'il y a un truc à retenir, que l'audition est constituée de voix qui ont des projections bilatérales sur les deux hémisphères cérébraux, sur les deux lobes temporaux, et ceci de manière paritaire, ce qui explique que dans les troubles de l'audition, seule une destruction soit de la cochlée, soit du nerf vestibulo-cochléaire entraînera une surdité d'un côté, ce qu'on appelle une cophose. Toutes les lésions qui sont situées au-delà du relais au niveau du tronc cérébral n'entraînent habituellement que peu de conséquences compte tenu de cette bilatéralité de la projection des voies auditives. Bien. Et avec ces considérations, nous en avons fini avec les organes des sens. C'est compliqué, hein. Et nous allons maintenant passer à la deuxième partie du cours. Là, on va aborder des choses qui sont beaucoup plus faciles, rassurez-vous, puisque nous allons aborder les viscères du cou, et donc aujourd'hui, le pharynx. Je vous laisse souffler 30 secondes quand même, parce que... Ah, c'est l'oreille... Bon, après, rassurez-vous, hein, honnêtement, je pense que c'est important que vous ayez entendu un tout petit peu parler de l'oreille interne. Sincèrement, je ne vous donnerai pas les sujets du concours, mais je ne serai pas, on va dire, méticuleux sur les détails de l'organisation de l'oreille interne, qui est vraiment quelque chose de très compliqué. Hein, donc, voilà. Soyez pas trop... Soyez quand même pas trop inquiets. Bon. Je voudrais qu'on garde entre nous une bonne entente. Bon, allez, après avoir... relâcher un petit peu la pression. Donc maintenant, on va effectivement aborder sur les derniers cours, maintenant qu'on a fait à peu près le tour de la face et des organes des sens, eh bien, descendre dans la région cervicale. Et dans la région cervicale, vous allez trouver, globalement, il y a trois grandes zones. Vous avez une partie médiane qui va contenir les viscères, du coup, lorsqu'on parle d'axe viscéral. Alors l'axe viscéral est constitué de structures aériennes, larynx et trachée en avant, avec une glande endocrine qui est la thyroïde, qui se place en avant des voies aériennes. Et puis en arrière, vous avez des voies digestives ou aérodigestives, c'est le pharynx et l'œsophage. Et puis vous avez de chaque côté de cet axe viscéral qui est médian dans la région cervicale, deux régions que sont les régions sternocléido-mastoïdiennes, région latérale du cou, on y reviendra, vous inquiétez, je vous donne le plan pour les derniers cours de l'année. Région sternocléido-mastoïdienne où vous trouverez les gros vaisseaux du cou, l'axe carotidien, la veine jugulaire interne, donc le retour veineux, et puis les nerfs crâniens
des nerfs crâniens qui ont un trajet cervical, ça c'est les nerfs 9, 10, 11 et 12, on l'avait évoqué déjà, ainsi que le plexus cervical. Donc nous verrons au cours des trois derniers cours ces différentes régions. Et aujourd'hui, nous allons démarrer par l'étude du pharynx. Pharynx qui est un organe annexé aux voies aérodigestives supérieures et qui va avoir une partie de son trajet dans la région de la tête et une partie, donc la partie supérieure et la partie inférieure du pharynx qui se projettera dans la région du cou. Il va traverser les deux régions. Le pharynx, on l'avait déjà évoqué, puisque c'est un organe qui forme une gouttière qui se fixe à la base du crâne et gouttière qui s'ouvre en avant puisqu'elle communique avec les cavités nasales en haut, avec la cavité orale dans sa partie moyenne et qui, vers le bas, se prolonge en avant par la trachée et le larynx, enfin larynx et trachée si on se place dans le sens de l'inspiration, et en arrière se prolonge par l'œsophage qui va donc permettre de quitter la région cervicale et de rentrer dans le thorax. Le pharynx va être présenté globalement sur une coupe sagittale médiane, c'est cette coupe qu'on avait déjà mise en place, que vous connaissez déjà, coupe sagittale médiane qui va nous permettre de déterminer, de définir les trois segments qui constituent le pharynx. Nous plaçons des éléments de repère osseux déjà connus avec le palais, l'os nasal, l'os frontal creusé d'une cavité aérienne annexée aux cavités nasales, le sinus frontal. En arrière du frontal se placera la lame criblée de l'ethmoïde, criblée de petits foramen laissant passage au filet olfactif. Et en arrière de la lame criblée de l'ethmoïde se placera le corps du sphénoïde, corps de l'os sphénoïde, creusé du sinus sphénoïdal annexé aux cavités nasales et vers le haut, creusé de la loge hypophysaire pour la glande hypophyse, qui est une structure encéphalique. Le corps du sphénoïde s'articule avec la partie basilaire de l'os occipital, au niveau du clivus, et en arrière de cette partie basilaire de l'os occipital se trouvera le foramen magnum laissant passage au névrax, et en dessous de lui, la colonne vertébrale. Sous le palais osseux se placera ici la section de la mandibule, région mentonnière de la mandibule, et nous allons pouvoir placer ici des éléments osseux rachidiens, C2 avec son processus odontoïde, C1, l'arc antérieur de C1 qui se place globalement dans le plan du palais. Ensuite, vous avez la vertèbre C3, troisième vertèbre cervicale, qui se place au niveau du menton. C4, quatrième vertèbre cervicale, dans le plan horizontal de laquelle va se placer l'os hyoïde, sectionné ici au niveau de son corps. Puis nous avons les vertèbres C5 et C6,
C5 et C6, en regard desquels nous trouverons les éléments, les structures qui constituent le larynx. Alors ça, je ne les détaille pas aujourd'hui puisque ce sera l'objet du cours de la prochaine fois. Donc, le larynx. Et à partir du niveau de la 6e vertèbre cervicale, le larynx se prolonge vers le bas par la trachée. Dans les éléments que vous connaissez déjà, si on place le relief cutané, le contour cutané, c'est toujours plus facile de se rendre compte des éléments lorsque l'on place un petit peu de contour externe. Parmi les cavités que vous connaissez, nous pouvons placer la cavité nasale, dont nous plaçons ici la muqueuse. Cavité nasale qui est soulevée par les reliefs des cornets supérieurs, cornets moyens et cornets inférieurs. Les cavités nasales étant en communication avec le milieu extérieur par l'intermédiaire du vestibule narinaire, et chaque cavité nasale s'ouvrant en arrière, donc dans le pharynx, par l'intermédiaire de la choane. Nous avons en dessous des cavités nasales la cavité orale avec la cavité propre, celle qui se situe en arrière des arcades dentaires, en dedans des arcades dentaires, et puis le vestibule oral qui se place entre les lèvres et les arcades dentaires. La cavité orale, vers l'arrière, vous le savez, va être séparée du pharynx par l'isthme du gosier, qui est délimité par les structures suivantes: la racine de la langue, le palais mou et l'arc palatopharyngien latéralement. À partir de ce schéma, nous pouvons donc définir à présent, concernant le pharynx, qui se place donc en arrière, entre la colonne et la base du crâne en arrière et les fosses nasales et la cavité orale en avant, 3 parties. Le pharynx, en effet, présente une première zone qui répond aux vertèbres cervicales C1 et C2. Cette première partie forme ce que l'on appelle le nasopharynx ou cavum. Nasopharynx ou cavum qui se situe en arrière des choanes par l'intermédiaire desquels il communique avec les cavités nasales, et qui est séparé de l'étage moyen du pharynx en regard du plan du palais mou et de l'uvule,
Zone qui va constituer de façon fonctionnelle une zone importante, c'est l'isthme du pharynx. Isthme du pharynx, à ne pas confondre d'ailleurs avec l'isthme du gosier. Isthme du pharynx qui forme fonctionnellement, avec les muscles du voile du palais et les muscles de la paroi pharyngée, un sphincter permettant de moduler les flux d'air entre le cavum, les fosses nasales, et la cavité orale et l'oropharynx. C'est une structure qui est fondamentale pour le langage articulé et dont l'insuffisance, en particulier chez les enfants qui naissent avec des fentes palatines qui, ce qu'on appelait autrefois les becs de lièvre. On en reparlera d'ailleurs dans le cours sur la croissance crânio-faciale. Des insuffisances de ce sphincter fonctionnel situé au niveau de l'isthme du pharynx, donnant une voix qu'on appelle nasonnée, une voix nasonnée comme ça. Ce sont des gens qui sont incapables de retenir l'air de la partie inférieure de la colonne d'air, qui va fuir vers la fosse nasale quand ils parlent, ce qui donne cette voix très particulière. Je fais bien, hein, la voix nasonnée. En dessous du cavum, en dessous du rhinopharynx, se place le deuxième étage du pharynx, c'est l'oropharynx. L'oropharynx. Oropharynx qui donc se situe en dessous du cavum, qui communique avec le cavum par l'intermédiaire de l'isthme du pharynx, qui est une zone qui est fonctionnelle. Hein, elle n'est pas marquée par un relief particulier. C'est simplement le tonus des muscles qui la constituent, qui fonctionnellement forme ce sphincter qui permet l'articulation des sons. Hein, donc, séparé du cavum par l'isthme du pharynx et qui communique en avant avec la cavité orale par l'intermédiaire de l'isthme du gosier. Ok ? L'oropharynx se projette globalement entre les niveaux vertébraux C2, C3, C4, en dessous du précédent. Et enfin, nous avons entre les vertèbres C4 et C6 la partie inférieure, l'étage inférieur du pharynx, qui est le laryngopharynx, qui correspond à la partie la plus inférieure de cette cavité pharyngienne, et qui va donc communiquer avec l'oropharynx à un niveau, si vous voulez, qui est arbitraire, qui correspond au niveau horizontal de C4, et qui, vers le bas, va se prolonger par deux espaces, deux cavités. Vers l'avant, c'est la filière aérienne, larynx et trachée. Et en arrière, ce laryngopharynx va se prolonger par l'œsophage cervical. La limite entre laryngopharynx et œsophage cervical, se plaçant en regard de C6, de la sixième vertèbre cervicale, au niveau de ce que l'on appelle la bouche œsophagienne. Bouche œsophagienne. Le rôle du pharynx, c'est la conduction des voies aériennes supérieures et digestives, puisque l'air inspiré qui a traversé le corridor inférieur de la fosse nasale va descendre le long du pharynx pour ensuite arriver dans la trachée et les poumons. Et l'œsophage va également être un organe des voies digestives supérieures et va notamment intervenir dans la déglutition. Et c'est ainsi que cet organe, recouvert par une muqueuse de type glandulaire,
eh bien, va être armé par des muscles qui permettent des mouvements de contraction et d'élévation du pharynx, permettant la progression du bol alimentaire vers l'œsophage. Et donc, il va intervenir dans le mécanisme de la déglutition. L'œsophage présente une paroi interne, celle qui est examinable lors d'un examen clinique de routine, en mettant un abaisse-langue bien au fond de la bouche, en demandant au patient de dire « Ah » et en appuyant sur la racine de la langue avec le petit bâtonnet, ce qui fait un peu déclenche un réflexe nauséeux et que beaucoup de patients craignent. Cet examen permet de voir essentiellement l'oropharynx. Du reste, l'examen clinique de la lumière pharyngienne nécessite l'utilisation d'un petit endoscope que l'on passe soit par la bouche, soit par le nez, et qui permet donc d'examiner la paroi interne et la muqueuse du pharynx, le pharynx étant un organe, hélas, relativement fréquemment l'objet de pathologies cancéreuses. On parle notamment, alors on parlera de cancer du cavum, de cancer de l'oropharynx, et en particulier, actuellement, ça c'est quelque chose qui est très débattu, c'est le rôle de certains virus, notamment les virus HPV, dans la genèse de certains cancers de l'oropharynx, avec souvent un pronostic qui n'est pas extraordinaire. Pour mettre en place la morphologie interne du pharynx, nous allons construire une vue postérieure orientée crânialement vers le haut et à droite sur ma droite, quand je vous tourne le dos. Et cette vue postérieure, il faut la comprendre en ayant ouvert la paroi postérieure du pharynx qu'on écarte pour voir la lumière pharyngée comme si on était à la place de la colonne cervicale. D'accord ? Alors cette vue postérieure va nous permettre de déterminer les principaux reliefs, les principales structures qui sont présentes dans le pharynx et qui donc nécessitent d'être connues pour comprendre l'examen de cet organe et la constitution des pathologies concernant le pharynx. Nous avons ici comme point de repère la base du crâne, la partie postérieure de la boîte crânienne, où nous reconnaissons ici le foramen magnum, les condyles occipitaux, les deux processus mastoïdes, et ici la protubérance occipitale externe. La colonne cervicale a été retirée, ce qui nous permet donc de voir la cavité pharyngienne qui a été ouverte par une incision verticale médiane, les parois du pharynx étant alors écartées, ce qui va nous permettre de mettre en évidence ce qui se passe à l'intérieur de la cavité pharyngienne. Vers le bas, nous voyons ici le pharynx se prolonger par l'œsophage cervical, partie cervicale de l'œsophage, sectionnée ici, laissant apparaître sa lumière. On placera ici le relief de la mandibule qui se place en avant. Alors, le pharynx présente 3 étages, et chaque étage va être marqué par quelques structures remarquables. La première étant, en haut, l'ouverture des fosses nasales, les choanes. Les choanes forment 2 espaces triangulaires à sommet supérieur, séparés par le bord postérieur de la cloison nasale, et à travers laquelle vous allez pouvoir observer les cornets supérieurs, moyens et inférieurs. Les choanes, donc,
ouvrant le cavum dans les fosses nasales. De part et d'autre des choanes, de part et d'autre de l'ouverture des fosses nasales, va se placer dans le cavum l'ostium des trompes auditives, ostium tubaire, au niveau duquel les trompes auditives vont s'ouvrir, mettant donc en communication la cavité pharyngienne et l'oreille moyenne. La paroi du cavum est marquée par la présence de tissus lymphoïdes, des tonsilles. Vous avez une tonsille pharyngienne qui se placera au sommet de la cavité pharyngienne, au sommet du cavum, et vous avez de part et d'autre de l'ostium des trompes auditives, des tonsilles tubaires qui circonscrivent donc l'ostium tubaire et qui peuvent, quand elles sont hypertrophiées, entraîner un trouble de la perméabilité tubaire et donc des problèmes auditifs. Choane, tonsilles pharyngiennes et tubaires et ostium tubaire, au niveau des parois latérales du cavum, sont les trois principaux éléments remarquables de cette structure. En dessous des choanes et en arrière des choanes va apparaître le voile du palais que l'on va donc voir cette fois-ci non plus par l'avant comme quand on examine une cavité orale, mais par l'arrière, centré par l'uvule et de chaque côté prolongé par les arcs palatopharyngiens. Cette fois-ci, c'est celui qu'on va voir en premier, puisqu'on est en vue postérieure, arc palatopharyngien, et l'arc palatoglosse en avant, arc palatoglosse en avant, ces deux arcs délimitant la loge tonsillaire, où va se placer la tonsille palatine, au-dessus de laquelle se place la petite fossette supratonsillaire. L'uvule et les arcs palatopharyngiens délimitent avec en bas la racine de la langue. Voici le bord supérieur de la langue et voici le sillon terminal, avec donc la racine linguale et les tonsilles linguales en arrière, vont délimiter l'isthme du gosier, et donc par conséquent, à travers cet orifice, va se placer en avant, donc en profondeur du plan du tableau, la cavité orale. La paroi de l'oropharynx, dans lequel on se situe maintenant, est globalement lisse, recouverte d'un épithélium de type malpighien, avec des glandes pharyngiennes qui soulèvent parfois la muqueuse de l'oropharynx. Tout à fait en bas, le laryngopharynx va constituer la partie du pharynx qui répond au larynx. Alors, le larynx sera l'objet du cours de la semaine prochaine. Il forme un tube creux, limité par l'épiglotte en avant, l'épiglotte qui est séparée de la langue, de la racine de la langue, par un sillon glosso-épiglottique, et qui va donc en arrière bomber dans le pharynx, délimitant avec la paroi latérale du laryngopharynx de chaque côté deux gouttières, que je hachure ainsi, deux gouttières, formant les recessus piriformes, et ces recessus piriformes vont réaliser deux gouttières permettant le glissement
du bol alimentaire lors de la déglutition, amenant donc le bol alimentaire dégluti de la cavité orale vers l'œsophage. Le récessus piriforme est une zone qui est fréquemment l'objet de cancer du pharynx, en particulier chez l'alcoolotabagique. Lors de la déglutition, l'épiglotte bascule vers l'arrière, formant un clapet, fermant au moins partiellement les voies aériennes supérieures, empêchant le bol alimentaire de rentrer dans la trachée, mécanisme qui peut être altéré dans certains cas, avec des déglutitions qui se font dans les voies respiratoires, c'est ce que l'on appelle des fausses routes, qui peuvent être l'objet d'infections, notamment bronchopulmonaires, en aval. Voilà donc comment s'organise la structure interne du pharynx, ainsi en vue postérieure. Donc, cavum avec les choanes. S'il vous plaît, oropharynx en regard de l'isthme du gosier et le laryngopharynx avec le récessus piriforme qui va contourner le larynx qui se place en avant. La paroi du pharynx est armée d'une couche musculaire constituée de muscles qui vont être constricteurs du pharynx, c'est-à-dire qui vont rétrécir la cavité pharyngienne, et d'autres muscles qui sont élévateurs du pharynx. Ces muscles permettant la déglutition par un phénomène de péristaltisme et donc permettant la progression du bol alimentaire vers l'œsophage. La structure des muscles qui vont donc armer la paroi du pharynx va être construite sur une vue latérale qui permettra de placer les trois muscles constricteurs supérieur, moyen et inférieur, et les deux muscles élévateurs du pharynx, le stylopharyngien, on l'avait déjà cité avec les muscles du diaphragme stylien, et le muscle palatopharyngien, muscle également déjà cité, puisque ce muscle qui est élévateur du pharynx va également participer à la constitution de l'arc palatopharyngien, et donc délimiter le pilier postérieur de la fosse tonsillaire. Alors, cette vue latérale va être construite à partir de la base du crâne, que nous voyons ici en vue latérale, avec le processus mastoïde, le conduit acoustique externe en avant, l'arcade zygomatique, la cavité orbitaire, l'ostium piriforme, l'ouverture piriforme, ici le maxillaire, le processus styloïde de l'os temporal, et en arrière, le processus ptérygoïde venant s'articuler avec le maxillaire au niveau de la fosse ptérygo-maxillaire. Mettons quelques dents maxillaires, et en regard de la denture maxillaire se placera la denture mandibulaire que nous allons interrompre puisque nous coupons la mandibule, la partie postérieure de la mandibule, comme ceci. Je vous demande s'il vous plaît d'arrêter ce brouhaha parce que c'est insupportable.
le pourtour antérieur de la colonne vertébrale, avec le corps de C2 en regard des dents, C3 en regard du menton, C4 en regard de l'os hyoïde, que nous plaçons avec sa grande corne, sa petite corne et son corps antérieur, les vertèbres C5 et C6 qui répondent, comme on l'a vu, au larynx, que nous plaçons ici de manière, pour l'instant, sans le détailler, puisque ce sera l'objet du cours de la prochaine fois, mais nous avons besoin du larynx pour pouvoir construire, pour pouvoir placer les muscles constricteurs, et en dessous du larynx se placera la trachée, tube chondro-muqueux, qui est suspendu au larynx et qui va donc amener l'air inspiré vers les poumons. Donc la cavité pharyngienne se place ici en arrière de la cavité nasale et de la cavité orale, se placera ensuite en arrière des voies respiratoires. 3 muscles vont armer la paroi de cette gouttière ouverte vers l'avant. Ces 3 muscles venant se terminer en arrière sur la ligne médiane au niveau d'un raphé médian qui se prolonge en bas avec l'œsophage. Ces 3 muscles constricteurs, nous allons les prendre du bas vers le haut. Il s'agit tout d'abord du muscle constricteur inférieur du pharynx. Ce muscle constricteur inférieur, prenant son insertion sur les cartilages qui constituent le larynx, cartilage thyroïde et cartilage cricoïde, et venant constituer un éventail musculaire doublant la paroi pharyngienne et venant se terminer en arrière sur le raphé médian du pharynx. Muscle constricteur inférieur. Au-dessus du constricteur inférieur se place le muscle constricteur moyen du pharynx, qui va prendre son origine sur l'os hyoïde, sur la petite corne et sur la grande corne de l'os hyoïde, s'élargissant en arrière, en éventail lui aussi. Il est d'ailleurs recouvert en bas par le constricteur inférieur et venant se terminer en arrière sur le raphé médian du pharynx. Enfin, nous avons un muscle constricteur supérieur qui va, lui, s'insérer sur le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde, sur la mandibule, ainsi que sur un ligament tendu entre le processus ptérygoïde et la mandibule, ligament ptérygo-mandibulaire. Le muscle constricteur supérieur va passer en dessous du constricteur moyen et va se terminer en arrière sur le raphé médian du pharynx. Vers le bas, nous plaçons ici l'œsophage cervical qui se place en arrière de la trachée et qui est interrompu ici avec sa lumière qui apparaît ouverte. Ces 3 muscles, constricteur inférieur, constricteur moyen et constricteur supérieur, sont 3 muscles qui se recouvrent les uns les autres, un petit peu à la manière des tuiles d'un toit. Et lorsque vous allez déglutir, c'est-à-dire lorsque vous allez avaler vos aliments, le premier temps de la déglutition, ça sera la racine de la langue qui va pousser le bol alimentaire en arrière. Les aliments donc, vont passer
dans la gouttière musculaire que constituent les muscles constricteurs, et ces muscles constricteurs vont se contracter tour à tour. D'abord le supérieur, puis le moyen, puis l'inférieur, réalisant donc un mouvement de péristaltisme qui va permettre la progression du bol alimentaire depuis la cavité orale jusqu'à l'œsophage. Ces muscles constricteurs, supérieurs, moyens et inférieurs, étant innervés par les nerfs 9 et 10, nerfs glossopharyngiens et vagues. Mais le pharynx n'a pas pour seule fonction la déglutition. On avait cité la jonction entre le cavum et l'oropharynx, armé par les muscles constricteurs supérieurs et moyens, qui, avec les muscles du voile du palais en avant, vont jouer un rôle de sphincter permettant de moduler le passage d'air de la bouche, enfin de l'oropharynx vers le cavum et les cavités nasales, ce qui permet donc l'articulation des sons. Ces muscles constricteurs vont être également secondés par deux muscles qui sont élévateurs, puisque la déglutition nécessite à la fois, d'ailleurs vous pouvez l'expérimenter sur vous-même, si vous avalez, vous sentez que les viscères de la partie médiane du cou remontent, il y a une ascension effectivement de l'ensemble de l'axe digestif cervical, et cette ascension est permise par deux muscles de chaque côté. Il s'agira tout d'abord du muscle stylopharyngien, qui est un muscle qui prend son origine sur le processus styloïde de l'os temporal. Il fait partie à ce titre des muscles du diaphragme stylien, ou muscle du rideau stylien. Et ce muscle, innervé par le nerf glossopharyngien, 9e nerf crânien, va s'immiscer entre le constricteur supérieur et le constricteur moyen du pharynx, permettant, lorsqu'il se contracte, l'ascension du pharynx qui permet, avec les mouvements de péristaltisme imprimés par les muscles constricteurs, eh bien, la déglutition et également la modulation des sons articulés. Un deuxième petit muscle que l'on va citer, il est plus profond quant à lui, c'est le muscle palatopharyngien, qui s'insère entre autres sur le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. C'est le muscle qui arme l'arc palatopharyngien, qui porte le même nom, donc qui délimite en arrière la loge tonsillaire, et qui va, lorsqu'il se contracte, sous l'action combinée, le contrôle combiné des nerfs vagues et glossopharyngiens, permettre l'ascension du pharynx lors de la déglutition et permettre la modulation de l'articulation des sons. Le pharynx constitue donc une gouttière ouverte vers l'avant, recouverte par une muqueuse qui est visible lors d'un examen clinique direct, soit par l'intermédiaire d'une fibroscopie, qui est armée par une paroi musculaire constituée de muscles constricteurs et de muscles élévateurs du pharynx, ces muscles venant s'appliquer sur une armature fibreuse constituant un squelette fibreux pharyngien, en continuité d'ailleurs avec l'armature fibreuse de l'œsophage. Autour du pharynx se place un tissu conjonctif permettant au pharynx de répondre aux régions voisines dans la région céphalique et dans la région cervicale. Et pour terminer,
sur une coupe que vous connaissez déjà, puisqu'on l'avait déjà vue au moment de la loge parotidienne. Coupe horizontale que l'on fait passer par C1, eh bien nous allons pouvoir mettre en place, résumer les différentes structures qui constituent le pharynx et citer les différents rapports de cet organe. Voici la première vertèbre cervicale, l'atlas, avec son foramen transversaire. En avant de C1, en avant de l'atlas, nous allons placer le pharynx. Alors évidemment, en regard de C1, c'est le cavum que nous allons trouver, avec le raphet médian, sur lequel nous allons pouvoir voir venir s'insérer le muscle constricteur supérieur du pharynx, muscle constricteur supérieur du pharynx, qui ici sera tendu entre le raphet médian et le ligament ptérygomandibulaire, qui livre insertion ici au muscle buccinateur, et donc nous avons la jonction entre le pharynx en arrière et la cavité orale en avant. En périphérie du pharynx se place un tissu conjonctif lâche qui va permettre au pharynx de répondre aux organes de voisinage. À la face profonde du constricteur supérieur du pharynx, le fascia qui forme l'armature fibreuse de cet organe. Et nous plaçons, je vais respecter le même code couleur, ici le muscle palatopharyngien, ici le muscle palatoglosse, délimitant les deux piliers de la loge tonsillaire, l'ensemble étant recouvert par la muqueuse pharyngienne, soulevée ici au niveau des piliers, en continuité avec la muqueuse de la cavité buccale et permettant de donner insertion ici à la tonsille palatine. Si on place la mandibule sectionnée ici dans le plan horizontal, avec le masséter latéralement, le muscle ptérygoïdien médial en dedans, muscle masséter latéralement, muscle ptérygoïdien médial en dedans. Et si on se rappelle la présence ici en arrière du bord antérieur du muscle sternocléido-mastoïdien, il est alors possible de remettre le ventre postérieur du digastrique et ici le processus styloïde du temporal, où vous retrouvez les trois petits muscles du rideau stylien, stylo-hyoïdien, stylo-glosse, et maintenant, avec le même code couleur, le stylo-pharyngien, muscle élévateur du pharynx. L'ensemble de ces structures est cloisonné par des fascias, le fascia constituant ici le rideau stylien, en continuité avec le fascia cervical superficiel et en continuité avec les fascias qui recouvrent les régions superficielles du visage. Alors cette coupe permet de montrer que, ici, notamment le cavum, va répondre, bien sûr avec la cavité orale, mais latéralement, va répondre à des espaces que sont la loge parotidienne, où on retrouve les vaisseaux que vous connaissez, carotide externe, veine jugulaire externe, et le nerf facial qui traverse la glande parotide. Et en arrière,
et en dehors du pharynx, l'espace rétrostylien avec la carotide interne, la veine jugulaire interne et des nerfs crâniens, des trajets cervico-facial, le 10, le 11 latéralement pour le muscle sternocléidomastoïdien, le 12 en avant qui va former sa boucle et rejoindre la région linguale, et plus en dedans, le 9 glossopharyngien qui est le nerf de l'innervation motrice et sensitive du pharynx et de la racine de la langue. Vous voyez que le pharynx va latéralement contracter des relations, notamment avec l'axe carotidien, le cavum étant proche de l'espace rétrostylien et de la carotide interne. Et ça sera le dernier mot du cours d'aujourd'hui, explique pourquoi les cancers relativement fréquents de la région du pharynx, en particulier du cavum, sont très souvent inopérables parce que très souvent diagnostiqués tard, à un moment où la proximité avec la carotide à la base du crâne rend la tumeur inextirpable. Merci de votre attention.